Belinda est née dans l'opulence, mais son parcours n'a rien d'un conte de fées. Dès ses premiers pas dans les affaires, elle est confrontée à une réalité brutale. Les regards suspicieux, les remarques insidieuses, les doutes non dits. Tout cela à cause de sa couleur de peau. Belinda naquit dans un quartier huppé de Genève, fille unique d'un couple d'entrepreneurs africains respectés dans la finance et l'immobilier. Dès son plus jeune âge, elle fut éduquée dans l'excellence, parlant 3 langues avant ses 10 ans et voyageant à travers le monde. Mais malgré les privilèges de sa naissance, Belinda ressentait toujours un regard étrange sur sa peau. Dans les écoles privées qu'elle fréquentait, les autres enfants, souvent issus de vieilles familles européennes, la traitaient comme une étrangère. On lui rappelait constamment, de façon subtile, qu'elle n'était pas d'ici. Ses parents tentaient de la protéger, insistant sur sa valeur et sur la noblesse de ses racines, mais les remarques blessantes et les exclusions sociales construisaient en elle une force tranquille. Elle apprit très tôt à répondre à la discrimination par l'excellence, forgeant une personnalité résiliente. Belinda rêvait de prouver au monde qu'une femme noire pouvait régner dans un univers dominé par d'autres. À 22 ans, fraîchement diplômée d'Oxford en économie et gestion, Belinda revint à Genève, décidée à s'impliquer dans l'entreprise familiale. Son père, M. Camara, lui céda peu à peu des responsabilités, fier de son intelligence et de sa rigueur. Mais lorsqu'il mourut subitement d'une crise cardiaque, le choc fut immense. Pire encore, l'entreprise fut immédiatement ciblée. Les investisseurs, partenaires et même certains membres du conseil d'administration remettaient en question la compétence de Belinda. Trop jeune, trop émotionnelle, et pour certains, mais jamais ouvertement dit, trop noire. Les banques commencèrent à exiger des garanties supplémentaires, les actionnaires rechignaient à l'y faire confiance. Pourtant, Belinda connaissait les rouages de la société sur le bout des doigts. Elle se heurta à un mur invisible, celui du racisme silencieux, sophistiqué, tapi sous des sourires polis et des phrases diplomatiques. Mais au lieu de fuir, elle décida de se battre. Pour l'honneur de son père. Pour elle. Le premier combat fut interne, faire reconnaître son autorité dans son propre conseil d'administration. Belinda savait que plusieurs cadres espéraient sa chute pour récupérer le pouvoir. Elle travailla jour et nuit, relisant chaque contrat, réorganisant les pôles en difficulté et mettant en place une stratégie d'expansion sur le marché africain, un secteur que son père négligeait. Elle introduisit également des pratiques éthiques et inclusives dans le recrutement, suscitant quelques murmures, mais attirant l'attention des médias progressistes. Malgré tout, les obstacles persistaient. Lors d'une conférence à Zurich, un collègue l'introduisit comme la jolie petite surprise exotique de la finance. La salle rit. Belinda, la gorge serrée, répondit calmement. Je préfère être une surprise exotique qui réussit qu'un stéréotype occidental qui échoue. Le silence fut glacial. Mais ce jour-là, elle avait posé les fondations d'un respect qu'on ne lui donnerait pas facilement, elle allait devoir l'arracher, chaque jour, chaque décision. Isolée mais déterminée, Belinda décida de former une équipe qui lui ressemblerait, jeune, talentueuse et ouverte d'esprit. Elle recruta dans les universités, donna leur chance à des jeunes issus de la diversité. Cela fit grincer des dents, certains y voyant du favoritisme. Mais les résultats suivirent. Les projets qu'elle supervisait prenaient de l'ampleur, les rendements grimpaient, et son audace commençait à payer. Pourtant, le racisme restait présent, sous des formes nouvelles. Des clients refusaient de traiter directement avec elle. Des courriers officiels étaient adressés à son adjoint blanc, comme si elle n'était qu'une figurante. Belinda souffrait en silence, mais elle gardait la tête haute. Chaque jour était un combat intérieur. Mais lorsqu'elle repensait à son père, à sa mère disparue depuis l'enfance, à leur combat pour bâtir cet empire, elle reprenait courage. Elle se promettait de ne jamais fléchir. Ce n'était pas seulement pour elle. C'était pour toutes les petites Belinda à venir. Un jour, un scandale éclata. Un ancien collaborateur, évincé pour incompétence, l'accusa de favoritisme ethnique dans une lettre ouverte publiée dans un grand journal. La polémique enflamma les réseaux sociaux. Certains la défendirent, mais beaucoup la condamnèrent sans preuve. Elle ne mérite pas cet empire, une femme noire à la tête d'un groupe suisse, sérieusement. Les insultes étaient violentes, cruelles. Belinda pleura seule ce soir-là. Elle pensait abandonner. Mais au fond d'elle, une voix lui souffla. Tu es ta propre révolution. Elle organisa une conférence de presse, sans se victimiser, elle répondit avec dignité, présentant des chiffres, des faits, des témoignages. Elle retourna la tempête contre ses détracteurs. Cette maîtrise impressionna même ses ennemis. Ce fut un tournant. Belinda comprit que sa voix portait. Qu'elle n'était pas seule. Que chaque mot, chaque geste, pouvait ouvrir des portes pour d'autres femmes noires en Europe. Dans les mois qui suivirent, Belinda devint une figure médiatique. Pas par choix, mais par nécessité. Elle participait à des débats, animait des conférences sur la diversité et l'inclusion dans le monde des affaires. Certains disaient qu'elle se dispersait.
Mais elle savait que l'image d'une femme noire puissante, compétente et humaine faisait trembler les fondations d'un vieux monde. Elle inspira des jeunes filles qui, jusque-là, n'osaient rêver. Les lettres affluaient, les messages de soutien aussi. Et peu à peu, ses détracteurs se taisaient. Car l'évidence était là, elle réussissait. Avec ses choix, sa vision, sa foi. L'entreprise grandissait. De nouveaux marchés s'ouvraient. Et surtout, une nouvelle culture d'entreprise naissait, inclusive, moderne, ancrée dans la réalité du XXIe siècle. Belinda ne voulait plus seulement gérer un empire, elle voulait le transformer. Faire de cet héritage familial une lumière pour d'autres. Elle devenait plus qu'une héritière, une bâtisseuse. Mais toute ascension a un prix. La pression permanente, les attaques racistes voilées et le poids de la réussite à maintenir finirent par user Belinda. Elle se retrouva hospitalisée après un malaise dû au stress. Allongée dans sa chambre d'hôpital, les murs blancs lui rappelaient à quel point elle avait négligé sa santé, ses émotions. Elle réalisa alors qu'elle portait non seulement l'héritage de ses parents, mais aussi celui de toute une communauté. Ce fardeau était trop lourd pour une seule personne. Elle se mit à pleurer, cette fois non pas de douleur mais de soulagement. Elle comprit que pour durer, elle devait s'entourer, déléguer, faire confiance. Cette pause forcée fut une bénédiction. À sa sortie, elle réorganisa son emploi du temps, accepta de lâcher du contrôle et se consacra aussi à ce qui la faisait vibrer, la transmission. Elle allait créer une fondation pour les jeunes entrepreneurs noirs en Europe. La fondation Belinda Camara vit le jour à Paris. Son objectif, offrir des bourses, du mentorat et des financements aux jeunes talents afro-européens marginalisés dans le monde professionnel. Dès les premiers mois, des dizaines de projets furent soutenus. Des jeunes issus des quartiers difficiles ou ignorés par les institutions reprenaient espoir. Belinda devenait pour eux une figure de référence. Pas une idole distante, mais une sœur, une pionnière qui comprenait leur douleur et leur potentiel. Les médias commencèrent à changer de ton. On parlait désormais d'elle comme d'une visionnaire, d'une femme de cœur et d'affaires. Les grandes écoles lui proposèrent des partenariats. Le gouvernement suisse l'invita à participer à des tables rondes sur la diversité économique. Ce qu'elle avait enduré n'avait pas été vain. Sa blessure devenait source de lumière. Elle voyait dans chaque réussite de ces jeunes soutenus une victoire contre le système, contre les préjugés, contre l'injustice. Lors d'un voyage à Bruxelles pour rencontrer une délégation de femmes entrepreneurs, Belinda fut approchée par une jeune fille nommée Aïssata. Timide, les yeux pleins de larmes, elle lui dit « Vous m'avez sauvée sans me connaître ». Aïssata avait failli abandonner ses études après des humiliations racistes dans son école d'ingénieur. Mais en découvrant l'histoire de Belinda dans un article, elle avait repris confiance. Ces mots frappèrent Belinda en plein cœur. Elle serra la jeune fille dans ses bras. Ce moment resta gravé en elle. Ce n'était plus seulement une entreprise ou un héritage qu'elle protégeait, mais des rêves. Les rêves de milliers de jeunes qui s'identifiaient à elle. Elle décida alors de publier un livre racontant son parcours, sans filtre. Le titre ? Contre l'ombre, la lumière. Elle y partageait ses doutes, ses douleurs, ses victoires, et surtout, son amour pour sa culture, son peuple, sa force intérieure. Le livre connut un immense succès. Traduit en plusieurs langues, il devint un manifeste pour la résilience et la fierté noire en contexte occidental. De Londres à Berlin, des cercles de lecture se formaient autour de ces mots. Belinda ne cherchait pas la gloire, mais elle comprenait que sa visibilité était devenue nécessaire. Elle refusait de devenir un simple symbole, elle restait active, présente sur le terrain, proche des gens. Elle multipliait les voyages entre Genève, Paris, Kinshasa et Dakar. Son cœur était partagé entre ses racines africaines et sa réalité européenne. Elle savait que son combat se situait à l'intersection des deux. Et à travers sa fondation, ses investissements et son engagement, elle construisait des ponts. Pour que plus jamais une jeune femme noire ne se sente illégitime. Pour que les héritières de demain n'aient plus à justifier leur place, mais puissent simplement être libres, puissantes, vivantes. Son entreprise, autrefois contestée, était devenue un modèle de gouvernance inclusive. Elle avait imposé des quotas de diversité dans ses filiales, investi dans l'innovation verte et lancé des programmes de mentorat pour les jeunes femmes. Certains l'accusaient de trop politiser les affaires. Mais Belinda répondait toujours, faire du business sans conscience, c'est bâtir sur du sable. Elle croyait à un capitalisme responsable, enraciné dans la justice sociale. Elle refusait les compromis avec des partenaires discriminants, quitte à perdre des contrats. Ce choix lui valut d'énormes critiques, mais aussi un profond respect. Elle prouva qu'il était possible de réussir sans vendre son âme. Et cela inspirait même des PDG qui, jusque-là, n'osaient pas changer leurs pratiques. Belinda n'était plus seulement une héritière brillante, elle était devenue une révolution tranquille, incarnée dans la dignité. Elle redonnait au mot héritage son sens noble, transmettre, élever, faire mieux pour ceux qui suivent. Un soir d'hiver,
Alors qu'elle marchait seule au bord du lac Léman, Bélinda s'arrêta pour contempler l'eau calme. Elle pensait à sa mère, qu'elle avait peu connue, à son père, à leur courage, à leur sacrifice. Elle murmura, « J'espère que je vous rends fière. » Elle sentit le vent lui caresser le visage comme une réponse douce. Tout ce chemin parcouru, ses blessures surmontées, ses cœurs touchés, elle réalisait qu'elle avait transformé la douleur en moteur, l'exclusion en levier. Et même si les cicatrices demeuraient, elle ne les cachait plus. Elle faisait partie de son identité. Elle sourit doucement. La petite fille noire qu'on regardait de travers dans les couloirs suisses était devenue une femme qu'on écoutait, qu'on respectait. Une femme debout. Elle ne voulait plus courir après la validation des autres. Elle voulait simplement être elle-même. Authentique. Noire. Humaine. Et libre. Pour elle. Pour toutes les autres. Quelques années plus tard, Bélinda fut nommée au Conseil européen de l'inclusion économique. Une première pour une femme noire à ce poste. Elle n'en tira aucune vanité, mais mesura la portée symbolique. Chaque pas qu'elle faisait ouvrait une voix. Elle profita de cette tribune pour porter la voix des invisibles, parler des discriminations systémiques, des micro-agressions, de la nécessité de réparer. Certains lui demandaient de modérer ses propos. Mais elle refusait de diluer son vécu. Sa vérité dérangeait, mais elle libérait. Elle reçut aussi des menaces. Mais elle ne trembla pas. Elle savait que la peur était l'arme de ceux qui veulent nous faire taire. Elle parlait. Et elle avançait. Non pas seule, mais entourée de milliers d'autres qui croyaient en elle, qui croyaient en demain. Bélinda avait compris que son existence même, dans ce système, était un acte de résistance. Et elle en faisait un acte d'amour. Avec le temps, Bélinda forma de nouvelles leaders, leur transmettant les clés qu'elle avait dû forger seule. Elle les regardait prendre la parole avec fierté, sans crainte, sans complexe. Elle savait que c'était ça, le vrai succès, créer les conditions pour que d'autres brillent à leur tour. Elle prit aussi le temps d'aimer, de se marier, d'avoir une petite fille qu'elle prénomma Aya, en hommage à sa grand-mère. À travers elle, elle revivait une tendresse qu'elle n'avait pas toujours connue. Bélinda enseignait à Aya que sa peau était un poème, ses racines une richesse, et sa voix une arme douce. Elle voulait que sa fille grandisse dans un monde où l'on ne devait plus se battre pour exister. Et si ce monde n'existait pas encore, alors elle continuerait à le construire, brique par brique. Pour Aya. Pour toutes les petites filles noires d'Europe. Pour l'espoir d'un monde meilleur. Aujourd'hui, Bélinda n'est plus seulement une héritière. Elle est une légende vivante. Elle incarne la réussite sans reniement, la force sans dureté, la noblesse sans privilège aveugle. Son nom est inscrit dans les manuels d'économie, mais aussi dans les cœurs. Elle a bâti un empire, oui, mais surtout, elle a bâti des ponts, des modèles, des rêves. Elle prouve que l'on peut venir d'ailleurs et appartenir pleinement ici. Que la couleur n'est pas un frein, mais une lumière. Et que l'amour de soi, de ses origines, est une arme invincible. Quand on lui demande ce qu'elle dirait à la petite Bélinda de 8 ans, elle répond simplement « Tu es suffisante. Et tu es destinée à briller. » Ainsi se clôt l'histoire d'une jeune femme noire, héritière d'un empire et d'une douleur, qui fit de l'injustice une source de puissance, et qui, malgré tout, choisit l'amour. Toujours. Contre vent. Contre haine. Pour la vie.